Madame, monsieur, bonjour. Depuis tant d'années maintenant, il fait partie de notre famille, il fait partie de votre famille. Et vous l'avez choisi, c'est votre chanteur préféré. C'est un immense bonheur de le recevoir. Vous avez été plus de 100 000 à travers le monde à voter pour lui. Évidemment, une manière aussi de vous tendre la main. Jean-Jacques Goldman, merci d'être ici sur ce plateau de TV5. C'est un réel bonheur. Évidemment, ces chansons, elles nous trottent dans la tête. C'est toujours un infini bonheur. Quand vous voyez qu'au travers du monde, comme ça, pour TV5, tout le monde, malgré les frontières, a voté pour vous, on ressent quoi? Ça fait plus plaisir de savoir qu'on vote pour soi que plutôt qu'on nous oublie. Donc moi, ça me touche beaucoup et c'est la raison pour laquelle je suis venu le dire. Quand vous faites des tournées à travers le monde, que vous rencontrez des gens très loin parfois, qui connaissent les chansons par cœur, c'est fou, non? Oui. Mais enfin, ça, c'est un des intérêts de la France, quoi. Quand on se retrouve parfois à 10 000 km ou même aux antipodes, on se retrouve comme dans un département à côté de Limoges, quoi. C'est-à-dire les réactions sont extrêmement similaires finalement. Parce que les radios font déjà pas mal de travail, les télés aussi. Et finalement, ce sont des publics qui ressemblent beaucoup au public de métropole. Le message des chansons de Jean-Jacques Goldman, c'est pousser les frontières, la liberté, l'envie de vivre, d'être indépendant, de refuser le conformisme aussi d'une certaine façon, et puis la fraternité. C'est des valeurs d'aujourd'hui, c'est une manière de... Ouais. Je ne sais pas si ce sont des messages décidés, quoi. En fait, on écrit une chanson... Enfin, je sais pas, moi je me sens pas investi d'une mission, ni un messager de quelques idées comme ça fondamentales. En fait, j'écris des chansons et probablement dans ces chansons circulent des convictions et des valeurs que je peux avoir. Mais en tout cas, à aucun moment j'essaye de donner des leçons aux gens. Et de leur expliquer comment vivre. Quand on dit une chanson ne peut peut-être pas changer le monde, mais elle peut le fédérer, elle peut rassembler les gens. Cette chanson, je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. Quand tout le monde chante ça, ça change les choses quand même, non? Non, mais je crois que vous l'avez bien dit, ça change rien, mais ça fédère. C'est-à-dire que ça permet à des personnes qui pensent la même chose, ou qui ont le même état d'esprit, ou la même sensibilité, de se rassembler et d'être ensemble. Et ça, c'est une chose, moi, qui me surprend chaque fois quand je vais à des concerts. C'est-à-dire quand je vais au concert de quelqu'un que j'aime beaucoup, je me retrouve avec autour de moi des gens qui forcément me ressemblent, avec lesquels il y a une connivence immédiate. Les chansons, elles peuvent servir à ça. Alors il y a dans le dernier album une chanson dans laquelle vous citez les prénoms de vos parents. Bonne idée ont-ils eu de se rencontrer ces jours-là. Vous pensez souvent à eux? Comme tout le monde ou autrement? Comme tout le monde, peut-être un peu particulièrement parce que, disons, l'histoire et les périodes qu'ils ont traversées n'étaient pas du tout normales, ne ressemblaient pas à d'autres. On peut dire que votre père est né dans le ghetto? Il est né en Pologne, ma mère est née en Allemagne, ils ont fui tous les deux ces pays-là, ils se sont retrouvés en France, ils ont fait des petits Français. Voilà. À Montrouge. Voilà. Il y a une chanson parmi les premières qui s'appelait Comme toi, et qui, à la manière de Jean Ferrat qui avait chanté Nuit et brouillard, est une chanson qui est entrée dans le hit parade, c'est-à-dire faire entrer et faire comprendre des choses fortes, c'était notamment la Shoah, aux jeunes. C'est une chose que vous avez envie de faire ou de refaire? Ferrat disait « je twisterai les mots s'il fallait les twister ». Oui, mais là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la démarche n'est pas la même. Dans Nuit ou brouillard, ça commence en disant ils étaient des millions, ils étaient des milliers, dans des wagons plombés, etc. Enfin, il y a vraiment une vraie envie de parler des camps de concentration, de tout ça. Dans mon cas, c'est parti d'une photo dans un album de famille de ma mère. On peut très bien écouter cette chanson sans penser du tout que ça parle de ça. Donc c'était juste un visage de petite fille qui m'a touché. Bon, c'est peut-être ma façon à moi de parler de ces choses-là de façon, on va dire, peut-être un peu plus imagée qu'une vraie thèse sur l'extermination. La chanson disait, elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans, sa vie était douceur, rêve et nuages blancs, mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Voilà. Ouais, on pense à une petite fille du film de la liste Schindler. Moi, je pense à une petite fille très précise, dont j'ai encore la photo,
qui était sur un album de famille de ma mère. Ouais. Né en 17 à Leinenstadt, c'est une autre chanson chantée avec Carol Fredericks, Michael Jones. Et là, il y a l'interrogation, qu'aurais-je fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut nous épargner d'avoir à choisir aussi? Ça veut dire que l'homme en lui-même a quand même des ressources pour, même dans les situations les pires, il y a toujours quelque chose de bon. Moi, ce que je dis à la fin, c'est souhaitons de ne jamais avoir à faire ses choix. Il y a une phrase de Marx qui explique bien ça, c'est que les données objectives déterminent la conscience, c'est-à-dire qu'on va penser en fonction de la façon dont on a été élevé, en fonction de ce qui se passe sur le plan social, sur le plan historique, et on n'est que ça. Alors de temps en temps, il y a des personnes qui s'élèvent contre ces espèces de torrents qui font qu'en Afrique du Sud, 99% des Blancs probablement étaient pour l'apartheid pendant un moment. C'est pas parce qu'ils sont plus mauvais que nous, c'est parce qu'il n'y a pas eu la Révolution française avant, c'est parce qu'il n'y a pas eu Jules Ferry, parce qu'il n'y a pas eu les mêmes écoles, parce qu'ils ne viennent pas du même endroit. Mais est-ce qu'ils sont plus mauvais que nous, et nous surtout meilleurs que les autres? Ça, j'en doute. Là, la chanson Rouge, avec les chœurs de l'ex-Armée Rouge, c'était aussi un rêve de gosse, parce que je crois que l'un des premiers spectacles que vous aviez vu, c'était les chœurs de l'Armée Rouge. C'était aussi une façon de dire le rêve n'est pas mort, parce que la réalité a été ce qu'elle a été, mais le rêve est respectable. C'est avant tout une référence musicale, parce que quand vous entendez 40 choristes de l'Armée Rouge chanter, pour n'importe quel musicien, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Donc effectivement, c'est déjà un rêve musical, de se dire un jour je ferai une chanson et j'aurai 40 choristes, c'est un luxe, quoi. Mais effectivement, au-delà de ça, il y avait toutes les convictions qu'avait pu avoir mon père en particulier et qui l'ont fait vivre, et en tout cas traverser toute cette période, parce qu'on ne peut pas traverser des périodes comme ça sans avoir des convictions et des explications. Et de voir comme ces idées ont été dévoyées, effectivement, c'est une façon de rendre hommage un petit peu aux idées et en laissant les hommes un peu à part. Ouais. Une autre chanson, je pense, c'est la musique d'Astérix. Ça pourrait paraître anecdotique, mais Obélix et ses différences, qui aiment Falbala. Et là, vous avez fait une très très belle chanson sur la différence, le droit à la différence. Et le fait que la chanson dit que rien ne pourra changer cela, même si l'amour est fort, il y a ces barrières, quoi. Ça veut dire qu'on doit toujours aller au-delà de soi, au-delà des frontières, là-bas. Non, moi je ne donne pas de conseils, je constate ça. Moi je dirais plutôt le contraire, il faut apprendre à renoncer dans des cas comme ça. Quand il s'agit d'injustices qu'on peut changer, bon ben là il faut se battre pour ça. Mais bon, quand un type est gros et moche, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle est belle et elle préfère un joli, ça c'est des injustices qu'aucun régime politique ne pourra changer. Il faut faire avec. Voilà. Probablement que ça donne des choses très difficiles à vivre, et probablement aussi qu'on peut y puiser des choses que le bellâtre ne connaîtra jamais. Voilà. Jean-Jacques, on pense aussi à ses débuts qui n'ont pas été faciles, le violon et puis la guitare, Taifong, Montrouge, le magasin de sport, et puis les premiers albums, et puis les critiques qui ont été très dures au début. Aimer le public derrière. Le public derrière, et quelles sont les premières émotions que vous vous rappelez? C'est quoi? C'est la scène? C'est d'abord le public qui dit ce qu'il aime? Non, les premières émotions, on les a à 6 ans, à 8 ans, quoi, quand on joue du violon dans un petit orchestre de chambre, par exemple, et puis que tout à coup, on se rend compte qu'avec un petit morceau de bois, et puis des cordes en métal tendues dessus, et puis du crin de je ne sais pas quoi, de cheval, on arrive à sortir un son... C'est joli, ça procède du génie humain, ça. Ou alors qu'avec plusieurs voix, on arrive tout à coup à faire quelque chose de joli. C'est ça les premières émotions musicales. On sait que notre vie va se dérouler dans ce coin-là, quoi, dans ce secteur-là. Après, sur le plan professionnel, je pense que c'est la première fois que vous êtes chez vous, en train de préparer votre café, puis à la radio, tout à coup, vous entendez votre chanson. Ça fait bizarre. Le succès, ça c'est une question qu'on doit vous dire souvent, comme il est quand même assez immense, ça change quelque chose, je vais dire simplement. Parce qu'on sait que c'est pas forcément pour ça que vous avez chanté au départ. Oui, ça change. Change. Ouais. Ça fait pas peur un peu, non? Ça dépasse pas parfois des normes? Ça a pu le faire il y a quelques années, mais bon, après ça se calme. En fait, les comportements excessifs, c'est souvent, on va dire, les gamins et les gamines de 8 à 15 ans. Bon, ça y est, ils passent devant moi sans me regarder. Ouais.
Ils sont sur d'autres, là. Ouais. Oui, mais on a conscience que quand même une chanson, ça peut aider à vivre, même un adolescent, quelque chose tout seul dans sa chambre, qui écoute Jean-Jacques Goldman et qui se dit, ma foi, il y a quelque chose aussi. D'abord, il y a le rythme de cette musique qui donne envie de chanter, qu'on retient, qui donne envie de danser aussi. C'est un message positif. On a l'impression que dans vos concerts aussi, il y a comme un bonheur de vivre. Mais, bon, il est clair que les gens se reconnaissent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils se reconnaissent autour d'une chanson et peut-être d'une attitude et d'une musique et ils se ressemblent un peu. Et dans mes chansons, il y a plutôt des éléments positifs, je dirais, plutôt optimistes, plutôt qu'un spleen à la Cure ou certains chanteurs qui vont effectivement s'adresser à des adolescents plus perturbés, plus noirs. Quoi. La vie par procuration, elle dit ça, cette chanson, qu'on peut vivre une vie humble et puis avoir des rêves aussi, où il changeait la vie. Il changeait la vie à sa manière, un forgeron, tout le monde peut bouger comme ça les choses. Ça veut dire que il n'y a pas besoin d'être président de la République pour être important. Il changeait la vie, c'est une chanson spécifiquement anti-révolutionnaire. Oui. C'est-à-dire, bon, changer la vie, ça a été un slogan extrêmement usé et éculé, et en fait rien n'a beaucoup changé, mais par contre effectivement votre vie elle change quand vous allez chez le boulanger, si le pain est bon ou s'il n'est pas bon, ça quotidiennement, ou alors si vous avez mal aux pieds quand vous allez chez le cordonnier, ou si le cordonnier fait bien son boulot, ou alors si votre prof de biologie est fort et il vous donne la passion, ou si le prof de biologie est fou et absent. Ça fait des grosses différences dans la vie des gens sur le plan quotidien. Alors comme la révolution avec un grand R, maintenant on a quand même un petit doute, en tout cas sur l'heure où elle va arriver. Alors en attendant, je pense qu'on peut chacun à son niveau être un bon présentateur, essayer d'intéresser les gens, essayer de faire des chansons qui puissent intéresser les gens, ou faire du pain qui soit les bon. Restos du Cœur, vous êtes beaucoup impliqués dans ces Restos du Cœur et ils sont toujours là parce qu'il faut aider des gens qui sont dans la rue, qui ont besoin de manger. C'est très important, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui vous dit que vous êtes fiers aussi de ça, à plusieurs, parce que vous n'êtes pas seul. Une fois de plus, c'est plutôt du plaisir qu'une mission. Tout ça s'est fait non pas tant par conviction que ça, mais plutôt par relation. D'abord avec Coluche, ensuite avec Véronique Colucci, où on se met ensemble. On a du plaisir à être ensemble, on a du plaisir à travailler ensemble, et puis le projet marche. C'est plus sur ces notions de plaisir que vraiment de militantisme. Bon, parce qu'on sait très bien, d'une part, qu'on ne va pas changer les choses définitivement avec les Restos du Cœur, et d'autre part que si les Restos du Cœur n'existaient pas, il n'y aurait pas la faim en France. Ouais. Il y aurait d'autres organismes qui l'ont toujours fait d'ailleurs, des organismes soit municipaux, soit politiques, soit religieux, qui s'occuperaient de ça. Donc ce sont des grosses questions, ça. Jean-Jacques, il y a Céline Dion. Maintenant, il y a Patricia Cass, il y a Johnny, pour qui vous avez tous cela composé de formidables chansons. C'est aussi par procuration des succès extraordinaires. C'est difficile de se mettre dans la peau d'une femme, par exemple, de faire chanter à Patricia Cass « Je voudrais la connaître » ou pour qu'il m'aime encore à Céline Dion. Il faut faire des stages. Ouais. Il faut bien connaître les femmes. Ouais. Donc je m'y emploie vraiment quotidiennement. Et voilà. Et puis peu à peu, on arrive à savoir comment ça fonctionne, ça avec des guillemets, comment elles fonctionnent, quelles sont leur façon d'être, leur façon de penser. Et pour Joe Cocker, vous avez composé, je crois, une chanson au moins sur l'album. C'est aussi un rêve de gamin, ça, quand même, parce que Joe Cocker, je suppose que vous deviez user les disques à Montrouge, non? Au début, j'ai renoncé parce que j'avais pas le temps. Puis quand même, quand on vous propose une chanson pour Joe Cocker, ça vaut le coup de se lever tôt, puis de se mettre à son piano. Quand même. Qu'est-ce qui fait plaisir aujourd'hui à Jean-Jacques Goldman? C'est d'abord de tourner, de rencontrer le public, de composer, et de se dire que tout ça est éphémère aussi. C'est un peu fou, non? Maintenant, j'ai plus tellement l'impression que ce soit éphémère. Je parle pour moi. Je ne dis pas que mes chansons vont rester, mais je sais que moi, ma vie va être dans la musique maintenant. Il y a un âge où vous savez qu'en gros, on fera appel à vous encore une dizaine d'années, et après, c'est la retraite, quoi. Donc... moi, je me sens extrêmement privilégié, j'ai beaucoup de chance de faire... en gros, je fais professionnellement quelque chose que je ferais par loisir
si j'en faisais pas mon métier. C'est beaucoup de chance. Pas de regret de ne plus travailler dans le magasin de sport. Mais vous avez continué à travailler dans le magasin de sport après déjà avoir vendu 1 million de disques. Oui, puis là je me suis dit... Avec la famille, c'était marcher, vendeur de chaussures. Il n'y avait pas que des chaussures, il y avait un peu de tout. Je me souviens plus des chaussures, oui. Ouais. C'est vrai que vous avez hésité. J'ai hésité, oui, enfin j'aurais pas fait... Déjà, j'avais fait un groupe qui s'appelait Typhoon. Et lorsque le groupe a voulu partir en tournée, donc il fallait que moi j'abandonne mon gagne-pain, quoi. J'ai laissé tomber le groupe parce que ça me paraissait pas assez sûr, quoi. Pour moi, j'ai jamais été vraiment extrêmement aventurier, quoi. Donc bon, j'avais une femme, j'avais des enfants, fallait que personne payait mon loyer à ma place. Donc j'ai vraiment attendu avant d'être sûr de pouvoir vivre de ça. Il y a un livre qui va sortir avec Alain Etchegoyen, Jean-Jacques Goldman, qui pose des questions sur les pères, les relations avec les pères. Ça va s'appeler Les pères ont des enfants. C'est plutôt Jean-Jacques Goldman papa ou Jean-Jacques Goldman qui se souvient de son père? Alors, Alain Etchegoyen, c'est un philosophe, un ami, et nous avons le même âge. Et en fait, chaque fois qu'on se voit, on parle beaucoup de nos enfants et de tout ce qu'on a loupé avec eux, de tout ce qu'on a réussi et du plaisir qu'on a eu à être père et qu'on a à être père. Et donc c'est lui qui a eu l'initiative de ce bouquin, où moi je lui pose des questions, disons comme un père lambda, et où lui me répond en tant que penseur et philosophe. Et qui dit que c'est un échange d'abord et que ces relations changent et qu'aujourd'hui on ne vit pas comme Jean-Jacques Goldman à Montrouge avec son papa, c'est plus tout pareil. C'est-à-dire que les pères de notre génération ont beaucoup de choses à inventer parce que les pères de la génération précédente finalement reproduisaient ce qu'ils avaient vécu avec leur père. Et nous, depuis 68, c'est vrai que on n'a pas grand-chose de commun, ni sur les choses à transmettre, ni sur la façon de le transmettre. On n'a pas la même musique, on n'a pas les mêmes vêtements, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes libertés, ni les mêmes valeurs. Et donc on doit un peu tout réinventer, quoi. Ce siècle se termine, Jean-Jacques, et évidemment un voile va se tirer sur ceux qui ont vécu ce siècle terrible, parfois de cendres et d'horreur. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce qui va se passer maintenant? D'abord, ne pas oublier et se souvenir de ce qu'il y avait eu d'extraordinaire chez ceux qui ont été là. Il y a un spectacle qui dit « Celui qui a dit non en pensant au général de Gaulle » et se dire qu'on peut tout attendre de l'homme. Oh, moi, je suis très optimiste. Ouais. Je trouve qu'il vaut mieux naître dans 10 ans qu'il y a 100 ans. Ça, c'est une certitude. Il y a des menaces. On voit l'extrême droite, on voit des choses comme ça. Oui, enfin, on la voit peu, moi, je trouve. On voit quand même essentiellement la démocratie qui avance. Non, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je ne dis pas du tout que tout va bien, mais quand on se rappelle de la vie des gens, je ne parle pas de quelques aristocrates ou quelques privilégiés, mais la vie des gens en général, en Chine, il y a 100 ans, ou en France, globalement, les gens vont à l'école, les gens mangent, sont des luxes par rapport à cette période-là. S'il y a un souvenir qui revient de toutes ces années un peu folles, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un souvenir, Jean-Jacques? De mes années à moi ou du siècle? De moments les plus forts de ces dernières années. À retenir au moment où le siècle se termine. Mais le moment le plus fort. Historique ou non, dans ta vie. Ou me concernant moi? Je sais pas, je suis pas trop doué pour ce genre de... En un mot maintenant, pour ce qui va se passer maintenant, c'est d'abord la chanson. Je sais plus quoi dire. Heureusement qu'on n'est pas en direct. C'est pas mal, non? Bon, il faut trouver une fin là. On va essayer de trouver un truc pour faire un truc un peu. On cherche la chute. On cherche la chute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Chute, hein, c'est pas mal. Bon alors attends, envole-moi. Non mais. Bon, Jean-Jacques, maintenant donc. De quoi je pourrais parler? Merde. Il faut que je trouve une chute. Parlons, je sais pas moi. Vas-y, dis-moi. Pamela Anderson, un truc ah comme oui, ça fait mal. Et les amours, Jean-Jacques? Non, je te dis Pamela Anderson, j'ai pas dit.
Jean-Jacques, quand on voit le public qui chante ses chansons, on a vu au Zénith encore, il y a ce formidable album live qui est sorti, on connaît les chansons par cœur, on se dit que les chansons font partie de la vie et vous accompagnez la vie de beaucoup de gens et vous avez envie de leur dire merci aussi à certains moments. Certainement, moi je suis extrêmement reconnaissant. Vous savez, au début on est là sur un piano, sur une guitare, et puis tout à coup on est touché par quelque chose. Et ensuite, je connais tellement de musiciens pour lesquels ces musiques vont rester là, à eux. Alors, le fait de pouvoir les envoyer là, sur des disques ou sur des clips, et puis que les gens ressentent la même chose et soient touchés par ça, je trouve ça extrêmement touchant pour moi. Et donc, effectivement, je suis très, très reconnaissant de cette attention et puis de cette compréhension, quoi, à quel point ils comprennent bien, à quel point ils sont... Ouais, cette bienveillance, quoi. Et je crois qu'il y avait une chanson de Jean Ferrat que vous aimiez beaucoup. C'était un jour viendra, Oui. couleur d'orange, texte d'Aragon. Ouais. Par moments, vous n'avez pas envie d'interpréter aussi les chansons des autres. Un interprète. Je sais, je me sens vraiment un faiseur de chansons. Et à ce titre, je sais ce que c'est qu'un vrai interprète. Je sais ce que c'est que Johnny quand il chante l'envie. Je sais ce que c'est. Céline Dion, quand elle chante Il suffisait d'aimer, et donc je suis extrêmement humble en tant qu'interprète. Donc je me sens capable de chanter mes chansons à moi, mais j'avoue que je ne me mesurerai pas à des monuments dans ce genre. Et si vous alliez sur l'île déserte, vous emporteriez un disque de qui? Un seul, un disque de blues, je prendrais. Aretha Franklin? Ah, mais c'est déjà plus sophistiqué, mais je sais pas. Et s'il en fallait qu'un, oui, allez, Aretha Franklin, mais un disque de gospel. Voilà. Ah ouais. Elle a fait un album de gospel. C'était le premier disque de Jean-Jacques Goldman qu'on n'a jamais trouvé nulle part, c'est du gospel. Il était vendu à la sortie de la messe. C'est ça. Comme musicien. Non, je faisais les chœurs aussi, et c'était des reprises. Il y avait Jericho, il y avait des choses comme ça. Et quel âge vous aviez? Je devais avoir 14 ou 15 ans. Ouais. Mais ça faisait déjà longtemps que je faisais de la musique. C'est l'amour de la musique d'abord? C'est un moyen d'expression, voilà. Comme d'autres, ça peut être la peinture, la parole, l'écriture, la photographie. Moi, ça passe avec des notes. Voilà. Peur de rien, blues. Oui. C'est une chanson. Oui. Faut foncer. Moi, je crois qu'on a des chemins comme ça qui sont un peu naturels et puis qu'on doit suivre. Je ne sais pas s'il faut être si déterminé que ça. Moi, je ne me sens pas si déterminé que ça. Je suis une espèce de chemin qui était tracé depuis toujours et qui a probablement été tracé auparavant par mes parents et par leur histoire. Merci infiniment, Jean-Jacques Goldman, d'être venu avec une telle sincérité sur le plateau de TV5 pour dire merci à ces 100 000, 105 000 téléspectateurs du monde entier qui ont voté pour les chansons qu'ils aiment, ceux de Jean-Jacques Goldman. Je vous remercie de votre accueil et puis je vous remercie tous pour cette attention qui me touche beaucoup. Merci Jean-Jacques, merci à vous de nous avoir suivis et très très bonne journée à tous.